Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci donc à Marc-Olivier Baruch de nous rejoindre pour cette conférence. Merci donc aux personnes qui sont présentes dans la salle. Merci aux très nombreuses personnes qui sont connectées à distance. C'est donc une conférence organisée par l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA de l'administration centrale des ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, donc je vais laisser d'abord Sylvie Bichère de la CGT. Je vais laisser Jeannette Couta introduire d'abord sur la raison de cette intersyndicale et de cette conférence. Ce sera rapidement complété par Thierry Catlan de l'UNSA, l'administration centrale. Et on laissera donc Fabienne Federini introduire notre invité. Et on lui laissera évidemment la parole puisque c'est tout le sens de cette conférence. Merci Sylvie. Je me joins au remerciement Monsieur Baruch là, de ma collègue de la CGT d'avoir accepté cette invitation dans un moment qui est, me semble-t-il, un moment historique. Vous nous en parlerez. C'est vraiment pas galvaudé de dire que c'est un moment historique parce que l'on l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, et je pense que votre présence aura aussi pour intérêt de nous dire ce que c'est que l'extrême droite, parce que je crois qu'on est dans une période de grande confusion où on renvoie, soi-disant, les extrêmes entre eux, comme si on avait un petit peu oublié d'où nous venons, une partie de l'histoire de ce pays, qui n'est quand même pas, même si nous sommes ici nombreux à pas, et heureusement, à avoir vécu directement cette histoire. Nous avons dans nos parcours de famille des personnes qui ont été confrontées à cette histoire et qui savent, eux, ce que c'est que le régime de l'extrême droite a pu produire. Donc, moment de confusion où on a sans doute besoin, plus que jamais, qu'on remette un petit peu les choses à leur juste place et donner aux collègues qui sont comme nous, finalement, dans une période, dans un trouble assez important. Nous, en tant que syndicat, on a des collègues au sein de nos administrations qui nous ont contactés, y compris au niveau de la haute fonction publique, qui se posent des questions de l'impact que sera pour nous tous, collectivement, le travail au quotidien, si jamais le 7 juillet prochain, on avait la confirmation d'un vote majoritaire des élus du RN, et donc possibilité d'avoir un gouvernement pour la première fois depuis donc la Seconde Guerre mondiale, d'un gouvernement d'extrême droite, ce que peut-être autour de cette table, personne ne pensait le vivre avant peut-être des siècles. Voilà, donc nous sommes dans ce moment historique. Les collègues sont nombreux à être connectés parce que sans doute chacun est conscient de la gravité du moment. Voilà. Votre intervention va donc être intéressante parce que sans doute pour refaire un point historique de ce que a été ce régime d'extrême droite au pouvoir, ce que ça a pu produire et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, nous, dans ce contexte-là, comprendre ce qui pourrait se jouer pour nous dans les semaines et les mois à venir si malheureusement l'hypothèse que nous redoutons tous venait à se produire. Je salue les collègues de la CGT qui ont eu l'initiative de cette intersyndicale. Bon, voilà. Et donc pour la CFDT, il n'y avait aucun doute qu'il fallait qu'on y soit, parce que je pense que les collègues, c'est aussi ça qu'ils attendent, qu'on sache dépasser nos clivages syndicaux qui sont réels, tout comme les clivages politiques sont réels, mais je pense que le moment impose que chacun dépasse son propre périmètre pour aller sur un intérêt qui est beaucoup plus général, qui est finalement comment est-ce qu'on va continuer dans ce pays à continuer à vivre ensemble et à construire ensemble l'avenir de la France. Je laisse la parole à Thierry Catlan de l'UNSA. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, pour l'UNSA, c'est important d'être là parce qu'en plus, moi je suis issu d'une administration qui a été particulièrement touchée par l'instrumentalisation que le régime de Vichy a fait de l'éducation populaire. Et c'est un peu avant que les choses se sont jouées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que des pouvoirs totalitaires s'installent par la voie démocratique, il y a bien des gens qui ont oublié que Hitler était arrivé au pouvoir par la voie démocratique et non par la force, contrairement à ce qu'on raconte certains. On voit bien quels sont les enjeux une fois que ces gens-là détiennent la légitimité du pouvoir.
comment ces régimes peuvent s'installer, instrumentaliser les administrations d'État et en faire des outils au service de leur idéologie, de leur cause, et on voit bien jusqu'où ça peut aller. L'histoire nous l'a prouvé. Voilà. Donc il y a des pans entiers, des livres qui ont été écrits sur l'instrumentalisation de l'éducation populaire à jeunesse et sport pendant le régime de Vichy. C'est clair que à la lecture de ces documents, on voit bien jusqu'à quel point l'instrumentalisation de la jeunesse et l'instrumentalisation de l'éducation populaire peut amener à soutenir des régimes et à en faire finalement à créer des militants de causes dont la déontologie et l'éthique n'ont pas de raison d'être. Hein. Et on voit bien comment ces causes sont étrangères à la démocratie. Donc, moi j'ai trouvé que la démarche de la CGT sur la question historique me semble tout à fait essentielle, parce que finalement l'histoire nous apprend plein de choses, même si en France parfois les gens ont la mémoire courte. L'histoire se répète et ce qu'on a vécu pendant l'entre-deux-guerres est en train de trouver de nouvelles formes de solutionnement qui pourraient aboutir aux mêmes conclusions. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage, mais je pense qu'il y a plein d'enjeux à être là et il y a plein d'enjeux à parler de ces choses-là en rappelant les faits historiques. Merci Thierry. Donc, je vais laisser Fabienne Fédérini de la CGT introduire notre invité, puis on nous donnera évidemment la parole pour cette conférence. Je ne peux pas redire ce qui a été dit par mes collègues. Je voudrais simplement présenter Marc-Olivier Baruch. Alors, au-delà du fait que vous soyez un historien, spécialiste de l'administration sous le régime de Vichy, vous avez été, avant de devenir chercheur, administrateur civil au ministère des Cultures. De l'Éducation nationale, d'abord. Et de l'Éducation nationale, d'abord. Puis vous avez entrepris une thèse d'histoire sur les rouages de l'État français de 1940 à 1944. Cette thèse a été publiée chez Fayard en 1997 sous le titre « Servir l'État français, l'administration en France de 1940 à 1944 ». Vous êtes actuellement directeur d'études émérite à l'EHESS, un retraité en activité, comme je l'ai vu indiqué sur votre labo de recherche. Et on a souhaité que cette conférence ait comme intitulé finalement les fonctionnaires face à l'extrême droite, puissance et limite de l'analogie historique, puisqu'on ne peut pas complètement effectivement dire que nous sommes dans la même période qu'en 1940 et vous allez nous expliquer pourquoi. Et en même temps que effectivement le danger est là, notamment sur les principes et le principe de la priorité nationale qui, quand même, je le rappelle, signifie notamment pour l'administration réserver l'accès de l'administration aux Français, donc ce qui sous-entend exclure nos collègues étrangers. D'autre part, il semblerait qu'également de glissement, nous sommes maintenant effectivement à envisager l'interdiction des emplois dits sensibles aux collègues binationaux, alors que je rappelle qu'il existe quand même une procédure d'habilitation défense pour ce type de poste. Et puis, nous avons glissé quelques jours ensuite sur le fait que des postes de ministres pouvaient être refusés à des collègues binationaux. Donc, voilà, de glissement en glissement, nous voyons petit à petit apparaître effectivement ce qu'est l'extrême droite depuis son origine et qui est le fruit effectivement aussi d'une longue histoire. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser la parole et au nom de l'intersyndicale, nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Bien, un grand merci à vous pour plusieurs raisons. D'abord, je retourne sur les lieux du crime, donc ma foi, ça me rajeunit également l'image de moi que vous avez bien voulu diffuser en même temps que l'invitation, parce que le livre, lui, n'a pas changé. L'auteur a pris quelques années, perdu quelques cheveux et pris quelques kilos, c'est la règle du jeu. Alors, pour ceux qui sont là, je vais non pas faire un striptease, mais vous montrer l'intérieur de ma chemise. Je ne sais pas si vous voyez, ce tissu s'appelle du Vichy. Et donc, c'est la chemise que je nomme épuration parce qu'elle est blanche à l'extérieur et Vichy à l'intérieur. Donc, peut-être le général de Gaulle avait fait un discours en disant « Si j'ai revêtu aujourd'hui l'uniforme, c'est pour vous dire. » Et là, c'est aussi pour vous dire qu'on n'échappe pas véritablement à l'histoire. Alors,
Plus sérieusement, puissance et limite de l'analogie historique. Je vais commencer, vous en doutez, par les limites. Et j'ai un bon auteur avec moi, Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, 1931. Il y a presque un siècle de l'histoire. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit des guerres des grandeurs, au seuil de la persécution, rend les nations amères, superbes, insupportables et vaincues. L'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Peu de livres furent écrits qui se nommaient la leçon de ceci, les enseignements de cela. Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi, les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire par l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Et ça se termine par, on est en 31, ça se termine par l'exemple de la guerre mondiale, Paul Valéry disant quand même, après ce qui a été vécu de 1914 à 1918, comment ne pas se rendre compte qu'il n'y a de fait aucune leçon à tirer de l'histoire. Alors, Paul Valéry est un maître du paradoxe, je ne vais pas exactement m'en tenir là. Sinon, pour dire, et j'entre peut-être tout de suite dans le vif du sujet, que malgré, et c'est normal, la multiplicité, il faudrait être connecté à Internet en permanence pour vous faire une conférence à jour. Juste avant d'arriver ce matin, Le Monde de Libération, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de coup d'État administratif après une série de nominations décidées par le chef de l'État. France Inter mardi matin. Acteur public, devoir d'obéissance, polémique autour d'une prise de parole de la secrétaire générale du gouvernement, qui est Claire Landais, qui évoque une clause de conscience devant les élèves de l'INSP, etc., etc. Donc évidemment, je suis le premier, même si je suis retraité, je suis moins directement frappable que vous, je suis le premier à être inquiété, le mot est faible, troublé, le mot est encore faible, bouleversé sans doute par ce qui risque de se passer dans une dizaine de jours si tel ou tel, presque tous, des ministères sont dirigés par des personnes issues du Rassemblement national ou de ses acolytes. Alors pour autant, nous ne sommes évidemment pas en 1940. Je ne vous parlerai pas du nazisme. La présidente du RN ne fait qu'ironiser sur le point Godwin, où quel que soit le sujet, l'omelette au cèpe, au bout de 6 questions, on arrive toujours à Hitler. Donc non, je vous parlerai plutôt d'un cas franco-français, ancien, 1940-1944, mais, et c'est, j'allais dire, une des chances ou une des tristesses de l'histoire administrative, les structures, les superstructures, les modes de fonctionnement institutionnel dans notre pays évoluent lentement. Donc c'est moins le cas particulier de 1940, où d'ailleurs quand on dit Vichy, vous connaissez l'anecdote du général de Gaulle devant lequel on évoque le général Juin, grand résistant. On dit c'est exact, mais Juin de quelle année exactement? Et là, enlevons une analogie un peu boiteuse, là c'est pareil, le Vichy du deuxième semestre 1940, donc l'État français, j'ai fait une conférence à Vichy, donc j'essaye de ne plus dire systématiquement Vichy, mais l'État français, le régime pétainiste du deuxième semestre 1940, très marqué par l'action française, n'est déjà plus le même que celui du printemps 1941, beaucoup plus technocratique, et encore moins, a fortiori, celui de l'État milicien de début 1944, sauf que le même Pétain est là d'un bout à l'autre du régime et couvre d'un bout à l'autre du régime les actions et les exactions qui sont produites. Alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en 1940 ? C'est très clair, il n'y a pas d'effet défaite, la France n'est pas défaite, ce n'est pas une dictature qui s'installe. Je rappelle, alors peut-être que
futur gouvernement sera nommé le 10 ou le 11 juillet 2024. Ce serait un clair rappel de ce qui s'est passé. 10 juillet, donc, vote par ce qui reste de la Chambre des députés et par le Sénat des pleins pouvoirs au gouvernement de la République sous l'autorité de Philippe Pétain pour promulguer de nouvelles constitutions. Et le 11 juillet, signature et publication des actes constitutionnels qui créent effectivement la dictature, puisque le pouvoir législatif est confié au chef de l'État en Conseil des ministres. Là, nous ne sommes pas en 1940, ça veut dire que le soir du 7 juillet, par définition, et c'est dur à entendre, mais c'est vrai et c'est aussi extraordinairement douloureux, la majorité des électeurs seront satisfaits. La démocratie, c'est vrai évidemment encore plus pour une élection autour d'une personne, mais la démocratie, c'est que le système produit, alors mis à part les effets nés des modes de scrutin, mais la démocratie produit un pouvoir politique qui satisfait la majorité des électeurs. Deuxième différence notable, j'entre déjà plus dans le vif du sujet, il existe des syndicats. En 1940, les syndicats de fonctionnaires étaient illégaux, ils étaient tolérés mais illégaux, et ils étaient d'emblée posés par le régime qui s'installe comme l'ennemi à abattre. Alors, pour malgré tout justifier, j'ai dit limite de l'analogie historique, puissance aussi parce que les superstructures j'ose plus dire de la République française, d'ici la République française, en tout cas de l'administration française, de l'État français sont constantes, les modes de l'organisation, le ministre, le cabinet, et je dirais, le secrétaire général, une sorte de super directeur généraux, mais enfin bon, les directeurs, les sous-directeurs, les chefs de bureau, alors on crée ainsi des experts de ceci ou des experts de cela, mais bon, les choses changent, la réforme de la haute fonction publique a un peu changé les choses, et c'est important, soit dans l'exposé, soit surtout dans la discussion, de parler véritablement des pratiques, parce que c'est ça que j'ai essayé d'étudier de près dans la thèse et depuis, et c'est là aussi, le public ne s'en rend pas vraiment compte, les journalistes ne s'y intéressent pas vraiment non plus. Les journalistes, grosso modo, se demandent si le préfet de police va changer et si le secrétaire général du gouvernement va changer. Je pense qu'on peut leur répondre assez facilement. Oui. Et si c'est non, c'est peut-être inquiétant aussi. Les postes ad-tutum, les postes en conseil des ministres, c'est pour ça que le coup d'État administratif d'Emmanuel Macron de mercredi dernier est tout relatif. Ce qu'un conseil des ministres a fait, un conseil des ministres suivants peut le défaire. Il aurait été plus simple il aurait été plus efficace, pardon, pas plus simple, mais il aurait été plus efficace, mais il fallait s'y prendre à l'avance, de multiplier par 12 le nombre de tours extérieures et de remplir le Conseil d'État ou de porter à 60 le nombre de membres du Conseil constitutionnel, que sais-je. Ça se prépare, ces choses-là. Je suis assez ancien pour avoir vécu une alternance rude, celle de 1986, d'aucuns s'en souviennent peut-être. Ici aussi, le président de la République de l'époque, qui avait du métier politique, c'est un peu la mécanique, avait un an avant pris soin de multiplier sensiblement les possibilités de nomination au tour extérieur des inspections générales, un inspecteur général, un conseil d'État, un membre de grand corps, pour ce qu'il en reste, c'est inamovible. Donc, que Madame, je ne sais pas si Madame Le Pen est inscrite ou ses sbires, mais qu'elle ne s'inquiète pas, le coup d'État du président Macron est très relatif. Alors, ce qui est donc fonctionnement constant, donc on peut effectivement, et dans ce sens-là, avec cette limite-là, la comparaison est valable, regarder comment un ensemble massif, moins massif qu'aujourd'hui, mais massif, d'agents publics, d'agents de l'État, tous n'étaient pas fonctionnaires. De toute façon, il n'y avait pas à l'époque encore de statut. Je rappelle que
le statut de la Libération est le premier, mais qu'il y en a eu un auparavant, hein, et celui de 1941, 14 septembre 1941. Donc, c'est l'existence de cet élément et la manière dont ce groupe a réagi face à effectivement quelque chose qui était très différent de ce qui avait pu se passer. Les fonctionnaires de la République publique étaient habitués au changement de gouvernement. Et donc là, il y a plus qu'un changement de gouvernement, il y a un changement de régime et un changement de paradigme, parce que, et c'est l'autre invariant qui est important, au fond, l'idéologie de ce groupe n'a pas changé. C'est pas tant, c'est pas Hitler qui arrive, c'est pas Pierre Laval qui arrive, il n'y a pas d'occupation. En revanche, la France aux Français, c'est Maurras dès l'affaire Dreyfus, c'est la lutte dans l'entre-deux-guerres contre les 4 États confédérés, le juif, je prends les termes de l'époque, hein, il y a des guillemets, le juif, le métèque, le maçon, le protestant. J'ai l'impression que les protestants sont un peu moins menacés par les temps qui courent, sauf peut-être chez les extrêmes. Sur les 250, il y en aura bien un ou deux. C'est l'exposé rock'n'roll. Donc la France aux Français, il me semble que, en changeant pas beaucoup de mots, c'est pour ça, c'est pas le point Godwin qui nous intéresse, c'est la France pour qui, la France français, qu'est-ce que c'est qu'un Français? Et quand on lit, je ne sais plus si c'est là que je l'avais écrit, mais l'idée français de papier opposé à français de souche, le mot souche n'était peut-être pas utilisé à l'époque, mais français de papier, c'est vraiment un terme des années 30, 1930, et c'est un terme des années 20, 2020. Alors, bon, tout ça, le cadre étant posé, je vais quand même faire un tout petit peu d'histoire. Quand j'écris, donc quand je fais ce travail en 1900, je commence au début des années 90, c'était, mais c'est là aussi très très fantasmatique, hein, quand on fait l'histoire contemporaine, on aime bien se dire qu'est-ce que moi, etc. En fait, c'est sans doute en lien avec l'alternance alors récente de 86-88, Jacques Chirac s'entoure de personnalités quand même. Je rappelle le couple Pasqua-Pandreau, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique, le ministère non pas le ministère, mais le conseiller du Premier ministre pour les affaires éducatives s'appelait Yves Durand, un ancien recteur, membre de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, donc vraiment l'extrême droite universitaire. Et il y avait dans ce cas-là Philippe de Villiers, devient secrétaire d'État. Philippe de Villiers, constant avec lui-même, puisque je crois qu'il a là encore menacé les fonctionnaires tout récemment. Voilà, Philippe de Villiers dans le JDD, notre lecture quotidienne, mettant en garde hebdomadaire plutôt, mettant en garde la haute fonction publique quant à l'attitude à tenir en cas de victoire du RN. Philippe de Villiers est constant, puisque en 1986, il démissionne. Donc, en 81, il était sous-préfet, il démissionne. En 81, il démissionne pour ne pas servir le pouvoir. Voilà, il démissionne. Il est constant. Le général de Boissieu aussi. Oui, c'est en 80 qu'il démissionne, bien sûr. Voilà. Donc, et moi, je me dis, à cette époque, au ministère de la Culture, il y avait une grande salle qui s'appelle celle de la bibliothèque avec le moniteur impérial et puis les JO. Et j'ouvre le JO 18 octobre 1940, je tombe sur le statut des Juifs. Par hasard, je le cherchais, je l'ai trouvé. Et donc, l'idée que l'administration, à l'époque, j'avais 10 ans d'administration déjà derrière moi, l'idée qu'une administration dont, au bout de 10 ans, on finit par quand même à peu près comprendre les rouages, produisent facilement, enfin, formellement, un texte tel que celui-là interpelle. Et donc, la thèse qui a suivi, il y a d'abord eu un mémoire de DEA, puis une thèse, comment est-ce que les fonctionnaires de la République de 40, sans doute républicains et assurément patriotes, se sont adaptés à un ordre nouveau et exceptionnellement nouveau, à la fois
élément historique à cause de la défaite, l'effet défaite, de l'occupation, mais aussi se sont adaptés à un pouvoir qui ouvertement, c'est là qu'on rejoint des problématiques plus contemporaines, se proposait de rompre avec 70 ans de pratiques républicaines. Et donc, d'une certaine manière, la facilité de l'administration à se couler dans ce moule de l'autoritarisme pose question. Ensuite, aussi élément d'époque, comment est-ce que les choix faits par ce gouvernement, donc le choix anti-républicain d'un côté, le choix politique, idéologique d'un côté, et le choix de la collaboration de l'autre, c'est-à-dire des choix qu'il revenait au gouvernement de faire, mais qui entraînent derrière eux tout l'appareil d'État. Qu'est-ce qui fait que on passe de servir face à l'ennemi, ça c'est le titre des mémoires du ministre des Finances de l'époque, Yves Boutillier, de servir face à l'ennemi à servir l'ennemi. Quel est l'élément, quels sont les moments à partir duquel on peut décrocher par rapport à ça, et je citerai tout à l'heure un cas particulier. Et troisièmement, et c'est une question qui en même temps surplombe des deux autres, comment se construit et se joue le marché qui est permanent. Comment est-ce que le pouvoir politique a su se faire obéir de ses agents, leur faire accepter son modèle de fonctionnement de l'État, et en contrepartie, que leur a-t-il donné? Comment est-ce que ça s'est passé? Étant clairement posé, et c'est pour ça, à peu près concomitamment à la sortie du livre, s'est tenu le procès de Maurice Papon, et il se trouve qu'on m'a demandé d'y participer, et on voyait fleurir dans la presse un peu partout le devoir de désobéissance. Cette expression, me semble-t-il, n'a pas de sens. Un fonctionnaire, ça n'existe pas. Le devoir du fonctionnaire, malgré tout, c'est le devoir d'obéissance. L'administration, elle ne peut pas être autre que hiérarchisée. Donc, il est normal qu'un ministre donne des ordres à un directeur, qui donne des ordres à un sous-directeur, à un chef de bureau, etc., etc. Ça, on ne peut pas poser une administration fonctionnant autrement. Ensuite, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, parce qu'on ne donne pas ou pas encore des ordres à des intelligences artificielles, mais à des personnes. Le fonctionnement fluide, l'espèce de modèle que d'ailleurs l'histoire administrative est globalement une histoire assez ennuyeuse, parce que c'est une histoire totalement, dans ces aspects un peu plan-plan, un peu traditionnels, et qui furent longtemps ceux des histoires maison. Le ministre donne l'ordre, l'administration obéit, et tout est bien pour le meilleur des mondes. Nous sommes tous très bien placés pour savoir que ce n'est pas exactement comme cela que les choses se passent, et qu'il faut regarder véritablement les pratiques, les circuits, les processus de légitimité, les processus de légitimation, les conflits de légitimité, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, et c'est effectivement tout cet ensemble qu'il faut regarder, c'est-à-dire c'est pas input, voici l'ordre, output, voici l'exécution. Il faut ouvrir l'intérieur, voir les rouages, regarder lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, lesquels sont grippés. La question est de savoir aussi si les leçons de l'histoire, ou disons l'analyse des modèles anciens, fournit des éléments de réponse, mais nous ne sommes pas les seuls ici. On peut imaginer que les gens qui seront peut-être dans quelques semaines aux affaires ont aussi réfléchi à ces questions et savent aussi. Prenons l'exemple du gouvernement qui arrive aux affaires, disons le 10 juillet 1940, tout de suite, une loi, avec cette idée au fond, qui n'est pas absurde dans leur esprit, que l'administration
dont ils héritent, c'est celle du Front populaire, qu'elle a porté, qu'elle a fait des choses tout à fait répréhensibles, voire même, ils sont même capables de le croire que c'est le Front populaire qui a conduit à la déroute, et que donc il faut s'en méfier, et que donc il faut prendre d'emblée des mesures très, très autoritaires. Et les toutes premières lois, c'est quand même incroyable ce régime, date du 10 juillet 1940. On peut imaginer qu'en juillet 1940, la France était quand même dans un état matériel, moral, enfin disons matériel catastrophique. Une des premières mesures, loi du 12 juillet 1940, interdire l'accès des cabinets ministériels aux personnes nées de pères non français. Quelque chose qu'on entend. Évidemment, comme on l'a lu récemment, né de père non français, ça ne veut pas dire de père belge ou de père américain. Nord-américain, ça veut dire plutôt l'Est de l'Europe, compte tenu du fait que en 1927, donc avant la crise, une loi en août 1927, une loi est faite pour faciliter l'immigration et favoriser les naturalisations. Là, on peut dire que le contexte est relativement différent aujourd'hui. Alors, et 5 jours plus tard, cette mesure, donc l'interdiction d'exercer un emploi public si on n'est pas né de père français, la mère à l'époque, c'est le comte de guerre, mais donc elle est étendue à l'ensemble de l'administration, des établissements publics de l'administration et des collectivités locales. Elle est étendue aux collectivités locales. Et le même jour, 17 juillet 1940, donc ça veut quand même dire que les choses étaient relativement pensées, possibilité de relever de ses fonctions tout agent pour une période de 3 mois. Cette loi, donc, comme ça, de politique, quoi, pour chasser des fonctions publiques ceux qui n'y avaient pas leur place, très largement motivée, enfin disons avec en fond d'écran, en arrière-pensée, les fonctionnaires qui avaient fait grève le 30 novembre 1938. Le 30 novembre 1938, il y a une assez grosse grève de fonctionnaires pour protester contre l'abrogation des 40 heures par le gouvernement Daladier et Paul Reynaud, ministre des Finances. Et là, c'est que des les syndicats étaient plus ou moins tolérés, la grève de la fonction publique, c'était rude. Et donc là, on considère que ceux qui ont fait grève ce jour-là sont un peu l'anti-France, quoi, ceux qui n'ont pas leur place. Sous quel motif ils peuvent être relevés de leur fonction? Sans motif. Sans motif, à discrétion du gouvernement. Relèvement de fonction. C'est une loi du 17 juillet 40. C'est un outil puissant qui est pris pour une durée brève, jusqu'au 31 octobre 1940. Vers le 29 octobre, on s'aperçoit qu'il faut encore, donc on va jusqu'au 31 mars. En mars, on fait encore en juin 41, puis à la fin, on met jusqu'à la fin des hostilités. C'est plus simple. Donc, pendant toute la période, et ce sera utilisé. Comment? Elle est peut-être encore valable. Oui. Chronos dévorant ses enfants, c'est comme ça, par exemple, que René Bousquet sera relevé de son poste, et on appellera ça les juilletisés. C'est les gens qui sont relevés de leur fonction, mais ça sert, je répète là encore, pour les fonctionnaires nommés en Conseil des ministres, cette loi est inutile, puisqu'il suffit qu'un Conseil des ministres nomme quelqu'un d'autre, et même aujourd'hui, pour les hauts fonctionnaires sur statut d'emploi, alors il y a peut-être une petite jurisprudence, mais le statut d'emploi peut être retiré dans l'intérêt du service et sous réserve, sous contrôle du juge. Le juge met un petit peu de temps à contrôler. Donc, si 3 ans après, on est réintégré dans ces fonctions, la belle affaire, peut-être que, espérons, peut-être qu'au bout de 3 ans, c'est le gouvernement lui-même qui sera relevé de ses fonctions, on ne sait rien. Alors, et bien évidemment, ensuite, donc vous voyez, il y a d'abord le bâton. Hein, il y a le bâton, l'exclusion des personnes et des français, l'exclusion, quelques mois plus tard, la loi du 3 octobre 1940, des Juifs, les Juifs, base même de l'anti-France. Le 3 octobre 1940 est regardé comme juif au titre de la présente loi. Toute personne n'est de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents seulement si son conjoint lui-même est juif. C'était une des rares lois publio-géo que je connais par cœur, j'ai un peu honte. Donc là aussi, bon, chose très, très tautologique,
Et loi, alors il y a peut-être entendu parler, une construction théâtrale qui tourne en ce moment, à laquelle j'ai participé sur ce moment, et on constate, le théâtre le montre, mais l'étude du document le prouve, que cette loi ne pose pas de difficultés, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure sans doute, votre voisin de bureau, monsieur Jean-Pierre Lévy, du jour au lendemain n'est plus votre voisin, n'a plus à venir au bureau et est devenu le juif Lévy. Et ça, bon, ben voilà, c'est difficile, mais nous ne faisons pas les lois, nous les appliquons. Image, poids évidemment de la légitimité du gouvernement d'alors, hein, de Philippe Pétain, et d'une certaine manière, alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le non-devoir de désobéissance signifie qu'un gouvernement qui sera nommé régulièrement et qui aura une majorité disposera également de cette légitimité politique. Donc ensuite, que font les fonctionnaires? Alors les fonctionnaires, il me reste une dizaine de minutes, peut-être 5-10 minutes. Les fonctionnaires, grosso modo, fonctionnent. Deux cas, alors je ne sais pas si vous avez peut-être écouté France Culture la semaine dernière, et je vais citer les mêmes. Face au statut des Juifs, par exemple, qui doit être appliqué dans l'ensemble de l'administration, enfin, pour tous les agents publics, le 19 décembre 1940, les masses importantes, c'est notamment dans l'éducation nationale. Beaucoup d'enseignants, de professeurs d'université, d'instituteurs, et donc les ministères hésitent, comment est-ce qu'on va savoir, comment est-ce qu'on va faire, un peu compliqué, donc c'est compliqué, il n'y a pas de précédent, il faut essayer d'expliquer. Le ministre Ripert donne des instructions à ses recteurs, et le recteur de Paris, professeur de droit, Gilbert Gidel, donne ordre à son adjoint, inspecteur, je ne sais plus quel est son titre exact, inspecteur général de l'Académie de Paris, Gustave Monod, agrégé de philosophie, de réunir les proviseurs et les directrices des lycées pour leur expliquer ce qu'il faut faire et les déclarations à demander, préciser les modalités de cessation des fonctions, en fait, toutes choses administratives. Et Gustave Monod s'exécute puisqu'il est lié par son devoir d'obéissance de haut fonctionnaire, et le soir même écrit une lettre qui est un peu assez connue, écrit une lettre au recteur en disant qu'il n'a pas eu d'autre choix, il n'a pas eu d'autre possibilité que de faire cette réunion, mais qu'il a été conduit à utiliser des mots et indiquer des solutions tellement contraires à tout ce qui est, je ne sais plus comment il écrit, l'honneur intellectuel et public de la France, tant au point de vue chrétien, tant compte tenu de son héritage, merci. Ce qui est aujourd'hui mis en question, c'est le libéralisme universitaire, c'est toute une conception de l'honneur intellectuel qui a été puisée par nous tous au plus profond des traditions françaises, humanistes et chrétiennes, et qu'il paraît impossible à un universitaire de renier. Je dois dire à la vérité, monsieur le recteur, que je n'ai pas été un bon avocat de la cause administrative, et donc qui demande à être relevé de ses fonctions. C'est un poste, c'est un statut d'emploi, enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Il n'est pas fusillé, il n'est pas chassé, il est nommé professeur. Bon, c'est un élément de valeur, il est professeur de philosophie en première supérieure, lettres supérieures au lycée de Versailles, et voilà. Autre cas bien connu, celui de François Bloch-Lenné, donc jeune fonctionnaire rénovateur, bouleversé de l'impuissance de l'État dans l'immédiate avant-guerre, partie de ces cercles rénovateurs, planistes,
peu modernisateurs, qui disent comment faire en sorte que l'État soit efficace, et doutant parfois du parlementarisme. Et François Bloclenet est fait prisonnier, comme des centaines de milliers de jeunes hommes à printemps-été 1940. Il est sorti de son camp de prisonnier, je crois, en Lorraine, à la demande des autorités, et le secrétaire général du ministère de la Production industrielle, Jean Bichelonne, polytechnicien parmi les plus illustres de cette maison, le convoque en disant « il faut que nous travaillions ensemble ». Je me souviens de nos discussions d'avant-guerre, notamment sur les difficultés économiques. Il est impossible de mener des politiques économiques car la France ne s'est pas dotée d'un appareil statistique correct lui permettant de connaître ne serait-ce que l'état de son parc industriel. Donc il faut absolument construire c'est un énorme effort. Et bien oui, mais évidemment, vous avez raison, je suis entièrement votre homme. Mais quand même, comment faire pour que les Allemands ne tombent pas sur ces statistiques? Michelin lui dit, on s'est mal compris, nous faisons ça pour les Allemands. Et Bloclenet dit, je ne suis plus votre homme. En revanche, poste de sous-directeur à la comptabilité nationale qui me semble passionnant, j'aimerais tellement y être nommé. Voilà, ensuite, il sera le TPG, si vous voulez, de la résistance. Et François Bloclenet, un homme qui a beaucoup réfléchi, avec beaucoup d'inquiétude, sur le devenir de la fonction publique. À un moment, il est un peu croisé, puisqu'il était notamment au jury de ma thèse, puis je l'ai vu ensuite un peu. Il a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas exiger un serment de fidélité à la République et aux fonctionnaires? Le serment, vous savez, celui de Talleyrand à Louis-Philippe le remerciant, et Talleyrand disant, c'est mon 11e, c'est 11e ou 9e, je ne sais plus. Donc, mais François Bloclenet disant, il y a toujours, François Bloclenet avait une formation et une sensibilité chrétienne, il y a toujours le non possumus. D'autres le feront peut-être, moi je ne le ferai pas. Alors, on peut juger, et c'est un peu ce qu'on dit après-guerre, tous les gens, beaucoup, alors ne prenons pas le mythe d'une administration non épurée, l'administration a été profondément épurée après la libération. Les gens ont dit, oui, mais si je n'avais pas fait ça, quelqu'un de pire, et de fait, c'est pas faux. Darnan est pire que Bousquet. Darnan est un tortionnaire. N'empêche que Bousquet, qui n'est pas un tortionnaire, qui a les mains propres, si on veut, qui est un homme de centre-gauche, un radical du Tarn-et-Garonne, c'est celui qui remplit les camps et qui remplira les trains. Tout ça très, très, très proprement. Donc, je crois qu'il faut... Et du coup, j'ai évidemment pas de réponse à cela, à savoir que, malgré tout, votre force et notre force, c'est la connaissance du dispositif, la connaissance des pratiques. François Bloclenet, toujours lui, disait une des choses qui m'avait le plus, beaucoup de choses avaient bouleversé, mais une des choses qui m'avait le plus frappé, c'était cette sorte d'aveuglement, comment peut-on dire, un peu d'exil intérieur, mais où on essayait de... Je veux pas savoir à quoi sert ce qu'on me demande. En revanche, il faut que je le fasse bien. Donc c'est ce qu'il appelait le syndrome du pont de la rivière Kwai, disant, bon... les Japonais nous demandent de construire ce pont, qu'ils aideront, mais nous sommes des soldats britanniques, nous allons faire ça, être digne de la réputation de l'Empire britannique. Il n'y a plus d'Empire britannique, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours des ponts de la rivière Kwai? Et donc, la force, malgré tout, c'est le professionnalisme. On peut imaginer, j'en sais rien, parce qu'il semblerait quand même que si 10 millions et quelques de voix se sont portées sur le Front National, sur les 10 millions, il y a bien des voix de fonctionnaires, de haut, très haut, moyen. Donc, trouvera-t-on, ne trouvera-t-on pas? Alors, on peut rêver des choses romantico-chimériques ou chimérico-romantiques, le jour du premier conseil des ministres d'un gouvernement abhorré, tous les directeurs d'administration centrale solennellement, au moment où le Conseil des ministres commence à remettre leur démission. Je ne crois pas trop.
On peut imaginer toutes les justifications internes, la technicité, je me doute, sinon ce serait le pays s'écroulerait.